Salut! Alors, il y a un peu plus de 15 jours, ont eu lieu à Arras les assises de la souveraineté. Sauf que là, il y a un truc qui est pas crédible, c'est que, en fait, ces assises de la souveraineté sont représentées par des gens qui sont étiquetés à l'extrême droite ou à la droite extrême. Et du coup, les médias se frottent les mains avec ça, parce que ça leur permet de dire que, en fait, ceux qui sont souverainistes sont des gens d'extrême droite, sont des fascistes, sont des nazis et tout. Et moi qui suis anard et qui viens de l'extrême gauche, je suis partisan de la souveraineté de la France. Parce que j'ai pas envie de vivre dans un monde géré par des technocrates qui ont été élus par personne et qui vont nous faire un système à la George Orwell, c'est-à-dire à la 1984, avec un Big Brother qui a le pouvoir sur tout, quoi, qui nous espionne et qui nous surveille. Et en France, il n'y a qu'un mouvement qui représente, qui veut fédérer un peu tout le monde, toutes tendances confondues, c'est l'UPR de François Asselineau. Alors, comme moi je suis un nanar indécrottable, je ne prendrai jamais une carte dans un parti, mais j'avoue avoir voté à chaque fois qu'il s'est présenté pour Asselineau. Mais je considère que l'UPR, c'est un peu comme le CNR, le Conseil national de la résistance, c'est un mouvement de libération nationale. Et dans un mouvement de libération nationale, on retrouve toutes les composantes de la société française. Après, une fois qu'on se sera libéré, je reprendrai le maquis avec mon drapeau noir et en gueulant comme Brassens, à plus de 4, on est une bande de cons. Et des proches avaient rajouté à ceci, mais à moins de 2, c'est le nirvana. En fait, si je soutiens le Frexit et si je soutiens l'action d'Asselineau, c'est parce que j'ai pas envie que mes enfants vivent dans une poubelle, quoi. Voilà. Alors, là, je vais vous passer une vidéo où on voit deux styles de souverainistes. Il y en a un qui est crédible et l'autre qui l'est pas. Vous allez tout de suite trouver qui est sérieux et puis qui se fout de la gueule du monde, quoi. Pourquoi l'alliance des souverainistes ne se fait pas? On est capable de comprendre que c'est pas faisable, mais on veut qu'on nous explique pourquoi. Si monsieur Philippot est honnête intellectuellement, j'ai bon espoir qu'il le soit, l'impression qu'il me donne, si les gens qui sont avec lui sont honnêtes, ils devraient se dire qu'en fait, c'est l'UPR qui avait raison. Il n'y a pas de honte à dire que c'est quelqu'un d'autre qui avait raison. Et si eux, ou des gens de chez Mélenchon, ou des gens de chez Dupont-Aignan, ou des gens du PS, ou des gens de l'extrême gauche, n'importe qui, se disent finalement, la situation elle est trop grave, il faut qu'on se rassemble parce que nous sommes tous français, eh bien ils seront les bienvenus, bien entendu, à l'Union populaire républicaine. Enfin, je ne vois pas pourquoi on refuserait quelqu'un à partir du moment où il prend évidemment l'engagement de respecter notre charte. Évidemment. La situation, elle est vraiment trop grave. Elle est trop grave, il faut qu'on se rassemble, et qu'on se rassemble pas derrière un mauvais berger, pas derrière quelqu'un qui nous dit, voilà, on va faire à droite tout, ou on va faire à gauche tout. Parce que le vrai sujet de l'heure, c'est pas la gauche, c'est pas la droite, le vrai sujet de l'heure, c'est la France qui est en train d'être détruite. Il vient de claquer la porte du Front National et il a fondé un mouvement qui s'appelle les Patriotes. Quel avenir pour les Patriotes à la droite de la droite? On verra ça avec Florian Philippot dans cette interview aujourd'hui au Talk du Figaro. Vous pourriez travailler avec, vous l'avez dit, avec Dupont-Aignan. Oui, on peut. Vous tendez la main. On peut travailler François ensemble. Asselineau, le plus anti-européen de tous ceux qui a parlé pendant la campagne présidentielle. Moi, je tends la main à tous les souverainistes. François Asselineau, vous lui tendez la main? Dans la main François Asselineau, c'est-à-dire je pense qu'il a son propre mouvement et je sais qu'il y a parmi, encore une fois, ses électeurs et ses militants, des gens qui sont très sincères et je vois pas pourquoi on ne pourrait pas travailler avec ces gens-là. Et les patriotes sont extrêmement clairs sur le Frexit, sur la sortie de la France de l'Union Européenne, ils sont les seuls d'ailleurs à dire cela. Mais nous serons très très clairs, nous serons la liste qui portera le Frexit. À tous ces partis politiques en France qui sont anti-immigration, suivez mon regard, et qui refusent maintenant de quitter l'Union Européenne. Donc en fait, le Front National, ou Debout la France, et donc ne se donne aucune chance, mais M. Wauquiez est dans la même situation, ne se donne aucune chance de régler le problème. Alors ils font de l'esbrouf, on parle, on fait de la surenchère verbale, quitte parfois à dire n'importe quoi, mais dans les faits, aucune efficacité. Là, vous êtes déjà dans la campagne des élections européennes. Non, bon.
Alors, François Asselineau, Florian Philippot sur une même liste aux européennes? Non, mais d'abord, moi, je répondrai à vos questions lorsqu'on m'expliquera pourquoi M. Philippot a créé un parti. Votre liste pour le Frexit, c'est celle de François Asselineau. Oui. Moi, j'aimerais que vous m'expliquiez en quoi vous êtes différent. Notre différence, allez, nous avons des convictions qui peuvent être différentes. Moi, je pense qu'il faut être très clair, par exemple, sur l'immigration. Je pense qu'il faut la baisser fortement. Vous avez tendu la main mardi à François Asselineau, Oui. en lui disant « faisons liste commune ». Ce serait extraordinairement dommage qu'on passe à côté de cette occasion. Il ne faut pas partir diviser. Malgré nos divergences. Financière aussi. Non, mais malgré nos divergences, parce que moi, je suis très clair sur l'immigration. Je pense qu'il faut la baisser fortement. Le problème de M. Philippot, c'est que c'est la tunique de Nessus. Il a été au Front National, il est considéré par 98% des Français comme quelqu'un d'extrême droite. Et c'est assez normal, puisqu'il a été à la tête de ce mouvement politique. Et il y a beaucoup de gens qui verraient d'un très mauvais œil que M. Philippot vienne. Mais le pire, c'est que M. Philippot, ça n'est pas ce qu'il a fait. Il a créé un parti. Il a siphonné, il s'est inspiré, il a fait un copier-coller de 90% de ce que je dis, pas de tout, c'est vrai. Il ne propose pas la sortie de l'OTAN, par exemple, il propose la sortie du commandement militaire intégré. Et puis, fort de ce larcin, si vous voulez, il essaie d'ouvrir sa boutique. Alors vous êtes le seul quand même partisan avec Asselineau, me semble-t-il, hein, c'est ça, à encourager le Frexit, c'est-à-dire ce qui se passe en Angleterre pour la France. Mais pourquoi même le Rassemblement national a abandonné cette idée? Oui, et pourtant, elle n'a jamais été aussi élevée parmi les Français, puisqu'il y a un sondage IFOP qui est sorti il y a 2 jours. 40% des Français sont pour le Frexit. 40%. On n'avait jamais atteint un taux pareil. Et oui, c'est vrai qu'on est, en ayant des députés sortants, nous sommes les seuls, aux patriotes, à défendre effectivement le Frexit, c'est-à-dire la sortie de la France de l'Union européenne. Le Rassemblement national a abandonné complètement cette idée, veut rester dans l'Union européenne, veut rester dans l'euro et donc veut rester dans Schengen au passage, hein, pour ceux qui s'intéressent et qui votent pour eux sur des questions migratoires. Nous aurons une liste. Nous aurons une liste. Oui, nous aurons une liste aux élections européennes. Je l'amènerai. Mireille Dornano, ma collègue au Parlement européen, qui se bat d'ailleurs comme une lionne contre les pesticides, hein, parce qu'elle est, elle est coordinatrice de la commission anti-pesticides là-bas et qu'on fait beaucoup de choses. Hein. Nous, on est vraiment très actifs sur le sujet. L'invité de Paris Direct est ce matin Florian Philippot. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le président et fondateur du parti Les Patriotes, tête de liste Les Patriotes pour les élections européennes du 26 mai, ancien bras droit de Marine Le Pen. Au bout d'un moment, on se rend compte que c'est l'argent des contribuables français qui part en pure perte pour aller organiser en plus une concurrence déloyale, généralement en Europe oui, mais de l'Est. vous êtes vous-même J'ajoute député quand même qu'il n'y a européen. pas... Vous êtes vous-même député européen. Ah, mais je ne suis pas là pour représenter l'Union européenne, moi. Oui, mais je suis là pour vous êtes représenter vous-même député européen et ce n'est pas une insulte que vous faites par rapport à l'Europe de faire ça moi, en tant que député européen. Je ne suis pas fonctionnaire européen. Je n'ai aucune allégeance mais à vous faire avez été élu, à vous l'Union. êtes député européen, vous cherchez à être élu. J'ai été élu sur la sortie de l'Union européenne. Je voudrais revenir sur un petit incident, parce que j'ai vu que ça a ému quelques personnes, on m'a traité de menteur, etc. Parce que la semaine dernière, on m'avait interrogé sur la procédure judiciaire lancée contre Mme von der Leyen. En fait, j'avais rencontré l'avocat de M. Baldan, qui justement a intenté en Belgique la procédure contre Mme von der Leyen. Et donc j'avais dîné, en effet, mais ça n'est pas avec le monsieur en question, c'est avec Madame Diane Prota, qui est avocate et qui est justement son avocate. Et c'est elle, au cours de ce dîner, on avait beaucoup parlé de cette affaire, c'était à l'automne dernier, et c'est elle qui m'avait expliqué qu'il ne fallait pas intervenir politiquement, que ça gênerait le processus, que ça nuirait au processus. C'est-à-dire que je me suis trompé sur un nom, mais je ne me suis pas trompé sur le fond du sujet. C'est-à-dire que les gens qui m'ont dit pourquoi vous n'avez pas porté plainte contre Mme von der Leyen sont des gens qui tout simplement ne savent pas que c'est ce que l'on m'avait demandé, ce que le plaignant lui-même et son avocate m'avaient demandé. C'est-à-dire que ceux qui sont allés ramener leurs fraises pour essayer de déposer, de faire croire qu'ils participaient à un dépôt de plainte qui ne sert strictement à rien, ils n'ont rien apporté d'autre que de faire un dépôt de plainte, en fait, ont violé les instructions spécialement demandées par celui qui déposait plainte, au risque de donner une coloration politique à un dossier qui doit rester d'abord et avant tout juridique. Voilà. Je tiens toujours, moi, à essayer de faire le bilan de ce que je dis. Hein, voilà, je ne dis pas n'importe quoi. Vous pouvez aller voir tout ce que j'ai pu dire depuis 17 ans. Et on ne m'a jamais mis, je crois, dans des positions totalement contraires. Hein. Je ne suis pas de ces démagogues qui lancent comme ça, qui suivent la mode
et qui un jour vont dire, par exemple, ils vont s'indigner qu'il n'y ait pas de masque, par exemple, pour la Covid, et puis un mois après vont s'indigner qu'on nous force à porter des masques. Ça, c'est pas du tout mon genre. J'ai entendu ce soir, comme tous les soirs, le bilan de Salomon sur le bilan du nombre de personnes contaminées, etc. On a quand même 365 morts en plus en une journée en France, dont une adolescente de 16 ans. Et je me dis quand même, tout ça parce qu'on n'a pas de masque et parce qu'on n'a pas de frontières, en fait. Et je voudrais savoir non seulement quel traitement, mais selon quel délai on aura des résultats. Parce qu'il est évident qu'on est en situation de guerre, comme l'a dit le président de la République, de crise sanitaire aiguë. Le masque, d'abord, il faut dire que c'est sûrement un élément central dans la gestion d'une crise sanitaire, d'une épidémie. Il suffit de voir les pays d'Asie du Sud-Est qui s'en sont bien sortis. C'est une stratégie fondée sur le masque. Masque obligatoire pour tous, bien sûr. Et normalement, le préfet de police, c'est une des principales figures de l'État et du ministère de l'Intérieur. Il doit avoir des propos clairs et nets sur le respect de la loi. Il est là pour ça. Bien sûr, faire respecter les règles, sévir quand il le faut, y compris sur le confinement. Ça, c'est certain. Bonjour à tous. Faut-il attendre fin juin? Oui, fin juin. Que les 2 milliards de masques commandés par la France à la Chine arrivent, c'est ce que nous a annoncé hier soir le ministre des Affaires étrangères, M. Le Drian, ou faut-il engager dès maintenant la bataille nationale du masque? Parce que le masque, dans tous les cas, il est indispensable. Indispensable pour lutter contre le coronavirus, il est indispensable pour réussir le confinement dans de bonnes conditions. Les pays d'Asie du Sud-Est, qui depuis longtemps utilisent le masque massivement, nous l'ont montré, c'est très efficace. Depuis hier soir, le Maroc lui-même a rendu le port du masque obligatoire pour tous. Et c'est ce que nous devons faire en France, absolument, pour notamment réussir le déconfinement et pour pouvoir avoir une barrière supplémentaire face au coronavirus. Alors moi, j'opte pour la solution de la stratégie nationale du masque. Parce que vous savez, aller commander 2 milliards de masques en Chine, ça coûte extrêmement cher. Surtout dans le contexte actuel où il y a une bataille mondiale pour récupérer des masques en Chine. Et puis mettre en place, comme on l'a fait, un pont aérien pour aller récupérer ces masques entre la France et la Chine, ça coûte encore plus cher. Moi, je suis pour le lancement, dès maintenant, et j'en appelle au gouvernement, d'une bataille nationale du masque. Ce qui suppose d'avoir, lors du déconfinement, des masques pour tous, obligatoires dans l'espace public. On sait qu'il y a des personnes asymptomatiques, qui n'ont pas de symptômes. Donc dans la stratégie Macron actuelle, elles ne seraient pas testées. Or, elles sont contagieuses. Donc il faut tester, symptômes ou pas, toutes les personnes en contact, notamment dans les EHPAD, dans les écoles, dans des commerces qui fréquentent du monde. C'est ça une bonne doctrine, tester les personnes en contact et non pas les personnes symptomatiques. On ne peut pas, sans stratégie claire de masques et de tests systématiques, rouvrir comme cela les écoles, les collèges et les lycées. Ce serait mettre en danger les enfants, les parents d'élèves et les professeurs, les enseignants. La Grèce doit être analysée comme un cas particulier, dont j'ai déjà parlé. La Grèce, sachant que son système sanitaire et hospitalier avait été détruit par 10 ans d'austérité imposée par la Troïka et l'Union européenne dans les années 2010, a anticipé formidablement cette crise et beaucoup plus tôt que les autres a imposé un confinement strict et des mesures extrêmement sévères, alors qu'il me semble moi évident qu'il faudrait rendre le masque obligatoire pour tous, y compris dans la rue et en particulier par exemple dans les transports publics. Y aura-t-il des masques pour tous, élèves comme enseignants, des masques obligatoires ou pas? Là aussi, pas de réponse. Moi, je vous dis ce que j'en pense. Je pense que tant que nous n'avons pas les masques et les tests suffisants, il ne faut pas rouvrir les écoles, les collèges et les lycées et qu'il ne faut pas y envoyer les enfants. Le gouvernement feint d'avoir une influence par son pass sanitaire, par ses mesures, le masque à l'école, etc. En réalité, vous allez en Suède, où il n'y a jamais eu ça. Il n'y a jamais eu le moindre confinement, le moindre masque obligatoire, le moindre pass sanitaire. Il n'y a pas l'obsession vaccinale, etc. Ça fait 6 mois que c'est calme plat du point de vue des contaminations en Suède. Donc en réalité, on fait semblant d'intervenir sur des vagues qui sont probablement des vagues saisonnières, aggravées par ailleurs par les mesures qu'on prend. Vous avez vu le rapport aujourd'hui de la défenseur des droits qui parle de l'état psychique et moral des enfants à cause des confinements, du masque à l'école, etc. Vous avez vu la vague de dépression que nous avons créée dans notre pays, la dépression économique également. Bref, nous avons mis en place un système fou, liberticide, qui est sans cesse aggravé, et le gouvernement nous fait croire que ce sont ces mesures qui gèrent les vagues. En réalité, c'est le temps. Donc, en réalité, bien sûr que oui, il faut arrêter de tout ça. Et on dépense 1 milliard d'euros par an dans les tests. Par mois. 1 milliard d'euros par mois dans les tests. Ça fait 20 ans, on a fermé 100 000 lits en France.
Chaque année, l'Union européenne nous a demandé de fermer les lits. On l'a fait. 5700 encore en 2020. Pourquoi dites-vous que c'est l'Union européenne qui a demandé de fermer les lits? Dans tous les rapports des grandes orientations de politique économique de l'Union européenne, chaque année, vous savez, c'est la Commission qui demande à la France une politique économique et c'est écrit. Ce que dit l'Europe, c'est de respecter certains critères de déficit et que pour les respecter, il faut faire des économies. C'est ce que dit l'Europe. Elle ne dit pas forcément de fermer des lits d'hôpitaux. Certainement, avec des critères qui sont absurdes, mais elle précise très clairement qu'il faut réduire effectivement les dépenses de santé, la voilure de l'hôpital public, avec un projet quand même derrière de privatisation qui est assez... Que ça, c'est le programme commun de du prochain président de la République française et du prochain Premier ministre s'il ne sort pas de l'Union européenne. C'est le rapport des grandes orientations de politique économique que publie la Commission européenne chaque année et qui fixe chaque année ce que doit être la politique économique et sociale de la France. Par exemple, ce qui est demandé, c'est la hausse de la TVA, c'est la baisse de l'impôt sur les grandes sociétés, c'est le gel du SMIC. C'est la mise en pièces de toutes les professions réglementées, les artisans taxis, les médecins, les avocats, les huissiers, les notaires, etc., qui vont tous se faire ubériser. C'est la réforme du droit du travail avec la baisse de l'assurance chômage. C'est le déremboursement de la sécurité sociale avec une médecine à 2 vitesses. Et bien ça, moi je fais ça. Voilà ce que je propose aux Français de faire. Moi je veux sortir de ça. Parce que c'est parfois ce que l'on entend de vous dernièrement, est-ce que vous vous considérez, vous, comme un complotiste? Alors vous savez, c'était marrant parce qu'on m'a dit sur un plateau en décembre 2020, complotiste. Qu'est-ce qui vous distingue de François Asselineau? François Asselineau, hein, c'est bien ça. Dont on voit la tête partout dans Paris. Il est donc souverainiste, il faut rappeler, président de l'UPR. Ancien fonctionnaire, enfin toujours haut fonctionnaire, mais... Ce qui nous distingue... qui tient à peu près le même discours que vous sur l'Union européenne. Parler des complots, moi je ne vois pas... J'ai l'impression qu'il aime bien les complots aussi. Pourquoi l'alliance des souverainistes ne se fait pas? On est capable de comprendre que c'est pas faisable, mais on veut qu'on nous explique pourquoi. Il y a des choses à dire qui sont à la fois de nature personnelle... Et d'autres politiques. Et d'autres de nature politique. Commençons par politique. On peut commencer par le politique. Vous avez peut-être noté ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale il y a quelques jours. Il y a eu 2 motions de censure qui ont été présentées. Il y en a une qui a été présentée par un mouvement petit qui a obtenu 278 voix. Et l'autre présentée par le Rassemblement national qui a obtenu 84 voix. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que M. Charles de Courson a refusé de faire des alliances. Il a proposé quelque chose acceptable par toutes les parties. Et si M. Charles de Courson avait fait une alliance avec le Rassemblement national, vous auriez toute la NUPES qui aurait refusé de voter sa motion, et sa motion a fait 84. Nous reviendrons sur les questions de personnes, mais sur les questions politiques. Des gens qui me disent qu'il faut faire alliance avec M. Philippot. Prenons Philippot, parce que là, pour le coup, il est le seul qui veut sortir Europe, affiché. Voilà. On n'enlève pas ça. Non, je suis d'accord. Enfin, c'est pas Marine Le Pen. Non, je suis d'accord. Mais que cela plaise ou plaise pas à Florian Philippot, il aura beau vociférer, dire que c'est pas vrai, etc. Il est considéré par 99% de la population comme un homme d'extrême droite. Parce qu'il a été pendant 8 ans vice-président du FN, il a été l'homme le plus médiatisé de France en 2016-2017. Et d'ailleurs, il continue. Il y a eu la galette des rois organisée par comment ça s'appelle, Boulevard Voltaire, là, qui est un site très 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 à droite, où on a vu dans les médias qu'il avait rencontré Zemmour. Il avait dit qu'il était globalement d'accord avec Zemmour. Et il a rencontré Jean-Marie Le Pen. Jean-Marie Le Pen lui a dit finalement vous avez quitté le Front National, maintenant vous êtes beaucoup plus à droite que Marine, etc. Il s'est rapproché également de Marion Maréchal Le Pen. Ce sont les faits, hein. C'est-à-dire, allez regarder les faits. Bon. Donc c'est un problème de manque de déplacement, de dépassement de clivage. Donc ça veut dire que M. Philippot, il est marqué à l'extrême droite.
Auparavant, je voulais juste qu'on parle un peu de politique politicienne, parce que voilà, c'est vrai que ça fait partie aussi à quelques jours des élections, et c'est Florian Philippot, qui est le président des Patriotes, et qui hier a rejoint Nicolas Dupont-Aignan, plutôt qu'Éric Zemmour, et si je dis plutôt qu'Éric Zemmour, c'est que les Patriotes avaient voté, c'est bon, et ils avaient choisi plutôt Éric Zemmour à 40,46% des voix. Faute de parrainage pour la présidentielle, vous avez rejoint Nicolas Dupont-Aignan. Est-ce que vous avez hésité à un moment à rejoindre à la place Éric Zemmour? On dit que vos adhérents, ils souhaitaient majoritairement soutenir Éric Zemmour. Alors pas majoritairement, mais on avait fait une consultation fin février et deux candidats étaient arrivés en tête, Éric Zemmour et Nicolas Dupont-Aignan. Les autres étaient très loin derrière dans les choux, donc Vous avez 40 ans. Bon. Imaginez que vous ayez un jeune homme qui, je sais pas, qui a 19 ans, s'appelle, je sais pas moi, Kevin Barbemolle, qui décide de créer un blog qui va l'appeler Je suis mécontent, qui fait toutes ses vidéos avec l'info intéressante du jour et qui fait toutes ses vidéos en se mettant un bonnet orange sur la tête. Devant un mur en briques. Devant un mur en briques. Et qui fait des blagues, et dont vous découvrez au passage que 90% des blagues qu'il fait, c'est vous, il vous les a piquées. Et que ce monsieur, par ailleurs, il n'a pas une très bonne réputation, et que vous découvrez que par ailleurs, il passe dans les médias, où on dit c'est un type extraordinaire. Alors que vous, on ne vous donne pas la parole. Je le prendrai. Vous le prendriez comment? Assez mal. Assez mal. Et qu'après ce type-là dise, aux gens qui lui font confiance, allez voir ou allez écrire à Greg Tabibian, parce qu'il a la grosse tête, il a un melon comme ça, il ne veut pas me parler. Ouais. Ok. Vous avez compris? Je vois la métaphore. Voilà, vous avez vu la métaphore. Moi, j'aimerais que l'on m'explique, s'agissant de M. Philippot, comment se fait-il qu'il passe sur CNews une fois toutes les 3 semaines et moi, jamais? Pourquoi? Je vous ai dit tout à l'heure que lorsque quelqu'un passe dans les médias, c'est que les médias y trouvent un intérêt. Même mes pires adversaires ne peuvent pas nier que j'ai créé l'UPR le 25 mars 2007, que j'ai déposé les statuts à la préfecture de police de Paris, que c'est un parti qui a été créé, et c'est le premier en France, pour faire sortir la France de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. On va fêter les 16 ans. Monsieur Philippot a quitté dans des conditions qui restent à clarifier, on ne sait pas si c'est lui qui a pris l'initiative ou si c'est d'autres. Il a quitté le Front National 10 ans après et il a créé son propre parti. J'ai déjeuné avec lui, j'ai dîné, d'ailleurs c'est en 2021. Je lui ai dit, mais enfin, c'est... Pourquoi? Il m'a dit, parce que si j'étais venu vous voir, vous ne m'auriez pas accepté. Bon, d'accord, mais il n'a même pas essayé. Il a commencé par annoncer ça. Pourquoi? Pourquoi? Que vous m'expliquiez pourquoi? C'est d'ailleurs la même chose pour Kuzmanovic, qui est à LFI. Pourquoi? Monsieur Cheminade, qui est intervenu pendant les élections présidentielles, la dernière élection présidentielle, et nous le savons parce que des maires nous ont prévenus qu'il a appelé personnellement des maires pour qu'ils ne me parrainent pas. Oh là là, ça va partir en couille. Non, mais c'est la vérité. Oui, mais je... Mais qu'on en débatte avec monsieur Cheminade, que j'ai reçu plusieurs fois à l'UPR, à qui j'avais proposé de se joindre à moi. Et le 31 janvier 2020, j'ai organisé une réunion avec M. Philippot, M. Dupont-Aignan, M. Cheminade, Jean-Frédéric Poisson, qu'on a oublié de nommer, M. Dominique Jamais, comment s'appelle-t-il, Georges Kuzmanovic, Pierre Lévy du magazine Rupture, il y avait je ne sais plus qui encore. Elle a eu lieu cette réunion. J'avais même eu le représentant personnel du comte de Paris, que j'avais rencontré le comte de Paris quelques jours auparavant. Aujourd'hui, c'est un moment historique. Je vais demander à tous les intervenants qui sont derrière, François Ier, de venir ici, qu'on fasse une photo. Parce que cette photo-là, vous la reverrez peut-être plus jamais. François, Jacques, Jean-Frédéric, Nicolas, Florian, venez tous autour. Cette photo, regardez-la bien. Regardez ce qui nous unit plutôt que ce qui nous désunit. Alors, oui, je crois que c'est une photo rare. C'est que, en dépit de ce qui nous sépare, il y a quand même quelque chose qui nous ravit, qui est encore plus fort que tout.
c'est l'amour et la liberté de la France. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Il s'est passé que dans les jours qui ont suivi, pratiquement toutes les personnes que j'avais invitées ont chacune annoncé leur candidature à l'élection présidentielle. Qu'est-ce que je peux y faire? Je voudrais dire quand même 3 choses sur M. Philippot. La première, c'est qu'après avoir créé son parti politique en 2017, et ça tout le monde est au courant, hein, vous pouvez trouver ça sur Internet, il a été invité chez Bourdin, sur RMC, Jean-Jacques Bourdin. Moi, je suis pour le Brexit, je suis clair là-dessus, je suis pour la sortie de l'Union européenne. Vous êtes le seul. Je suis... Marine Le Pen. Je suis un peu le seul, oui. Enfin, dans la classe politique française, oui. Vous êtes le seul dans la classe politique française, oui. Bon, appelez-vous quelqu'un comme M. Philippot qui, devant 3 millions de personnes, ose dire qu'il est le premier à créer un parti pour sortir de l'Union européenne et de l'euro et de l'OTAN, alors, pas de l'OTAN d'ailleurs, à l'époque il ne voulait pas sortir, alors que j'ai été candidat sur ce thème à l'élection présidentielle 6 mois avant. Vous appelez ça comment? Deuxième sujet sur M. Philippot. Je le vois à l'été 2021. Je lui dis, vous copiez tout. D'ailleurs, il était venu dans une fameuse réunion publique où il y avait Philippe Murer, où il y avait Jacques Millard, etc., où il était venu derrière un pilier pour prendre des notes, même s'il dit que c'est pas vrai. C'est vrai, il y a des dizaines de témoins qui l'ont vu. Et vous savez ce qu'il me dit? Il me dit, non, on n'est pas d'accord sur tout. Je dis, ah bon, prenez un exemple. Il dit, l'OTAN. Je dis, ah bon? Il dit, moi, je ne veux absolument pas sortir de l'OTAN, c'est une erreur majeure. Ah, je dis, bon, très bien. Aujourd'hui, il fait défiler des gens pour sortir de l'OTAN. Troisième sujet. Et là, tout le monde est au courant aussi. Moi, j'ai dit que nous avions 500 promesses de parrainage en 2022. On avait 500 promesses. Moi, je dis la vérité. Parce que c'est derrière des gens, des hommes, des femmes, etc., des militants qui vont chercher les parrainages. Et donc, ils ont besoin d'être respectés quand même. Bon. On a eu des lettres anonymes. Où derrière les êtres anonymes, on sait qu'il y a des gens qui étaient derrière, parmi dont vous avez certains dont vous avez cité les noms. Je le sais, tout ça. Et monsieur, donc moi j'ai dit qu'on avait, au total on a eu 293 ou 296 parrainages, parce qu'il y a toujours environ 15%, ça on le savait, on savait déjà que 500 c'était pas assez, donc on perd 10-15%, pas seulement nous, hein, c'est tous les candidats dans le même seuil. Là 500 c'était déjà très très faible. Mais en plus de ça, on a eu des attaques ad hominem qui ont été faites par des personnes, pas seulement cheminades. Hein. Toujours candidat, vous en êtes où les parrainages? J'arrive à 200 parrainages. 200 parrainages. C'est Laurent Philippot, sur Sud Radio. La campagne présidentielle sont aussi les parrainages. Vous en êtes où aujourd'hui? Je suis à près de 250 promesses. Monsieur Philippot, il a annoncé publiquement à ses propres troupes qu'il avait 300 promesses. Et nous, vous savez ce que c'est le problème que ça nous posait? C'est que nous, on avait des gens chez nous qui disaient « ouais, on devrait faire alliance avec lui ». Donc nous, on était obligés de dire la vérité parce qu'on était sur le terrain. On savait qu'il ne cherchait pas ces parrainages. C'était faux. C'était un mensonge. Vous avez vu combien il y a eu de parrainages? Il en a eu un. Si vous avez eu 300 promesses, il ne pouvait pas avoir un parrainage. S'il y avait 300 promesses, même avec 10-15% en moins, ça lui faisait 250 parrainages. Alors, je suis désolé de vous décevoir, mais je pense que Philippot fait partie fait partie du projet, disons. La présence de Philippot sur les plateaux de télévision, notamment CNews, où officie Zemmour et qui appartient à Bolloré, l'ami de Sarkozy, n'est pas la présence de Philippot n'est pas fortuite selon moi. Ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est la neutralisation de François Asselineau et la mise sur le tremplin médiatique de Philippot quasi simultanément. Il faut se rappeler que Philippot, quand il était chez Marine Le Pen, donc au Front National, il était envoyé, il était chargé d'aller aux réunions de l'UPR, écouter François Asselineau et prendre des notes. C'est-à-dire qu'il pompait un peu le programme et les idées de François Asselineau à cette époque-là déjà. Donc,
Et là, aujourd'hui, avec les manifestations de passe sanitaire, ça avait été anticipé, donc ils ont envoyé Philippot pour lancer un filet. Et pareil, Philippot, je veux dire, il dépend du ministère de l'Intérieur, c'est un fonctionnaire énarque qui vient du système politico-médiatique. Mais on va arriver à un stade. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Je suis désolé de contrecarrer là-dessus, mais c'est vrai que nous, on a beaucoup de. Philippot, il est quand même extrêmement populaire dans les manifestations. Ce sont ces manifestations qui marchent le mieux. Il faut forcer de le reconnaître. À Paris, je veux dire, moi, je ne suis pas du tout pro-Philippot, mais c'est vrai que Philippot, quand même, depuis la première heure, il est là. Devant le ministère de la Santé, à haranguer Véran, en disant allez, si t'as des couilles, viens ici dans l'arène. Et on le voit quand même être là. Alors, certes, il y a deux choses moi qui me surprennent chez lui. Un, c'est qu'il ait autant accès aux plateaux de télévision, ça c'est vrai, notamment sur CNews et sur LCI. Et deux, c'est qu'il n'y a pas de police à ces manifestations. Alors que partout ailleurs, les Gilets jaunes, Salva va nous le confirmer, mais je veux dire, il y a plus de policiers que de manifestants. Donc là, c'est vrai qu'on est en droit de se poser quand même quelques questions en ce qui le concerne. Mais sinon, à part ça, c'est quand même quelqu'un de courageux, quoi. Il met ses tripes sur la table, pour pas être trivial. Donc je vais répondre. Alors, il faut reprendre les choses chronologiquement. Quand Philippot a commencé à faire des manifestations, c'était fin 2020, il était rejoint par 200 personnes. Et il faut revenir en arrière. C'est que quand le confinement a commencé en France, Philippot faisait des vidéos pour demander au gouvernement d'aller beaucoup plus loin dans les restrictions. Il était opposé au gouvernement, pas parce qu'il imposait des restrictions, mais il était opposé au gouvernement parce qu'il n'allait pas suffisamment loin dans les restrictions. Les vidéos sont sorties, d'ailleurs je les ai publiées sur Twitter. Ça c'était en mars-avril. Or, nous, on avait déjà publié sur strategica.fr des études scientifiques traduites de l'anglais au français qui mettaient en évidence, on savait déjà que ce virus n'avait pas la dangerosité qu'on nous racontait dans les médias et au niveau gouvernemental. Donc, si nous, on avait ces informations-là, Philippot aussi les avait, parce que Philippot est quand même quelqu'un de très formé et qui se documente de façon systématique. Et puis, il s'est passé quelque chose. Vers fin 2020, il est devenu tout d'un coup anti-pass sanitaire. Il a eu l'autorisation de manifester à côté du ministère de la Santé, alors je crois qu'on était en plein confinement. Il le faisait sans masque et il n'a eu strictement aucun problème. Il n'y avait personne autour de lui. Alors pourquoi le pouvoir l'a laissé faire? Dès le mois de mars-avril, les services de renseignement annonçaient un déconfinement extrêmement violent. D'ailleurs, je l'avais rapporté dans mon article du 18 avril 2020 qui s'appelle « Coronavirus accélérateur historique ». Donc les services de renseignement le savaient. Et je pense que Philippot a été envoyé par anticipation de ce mouvement. Les services de renseignement le savaient. Ils savaient qu'après le déconfinement, il y aurait des manifestations massives. Et je le répète, il n'y avait que 200 personnes à ces manifestations, aux manifestations de Philippot. Et ensuite, on l'a vu très très régulièrement dans les médias, notamment sur CNews, qui appartient à Bolloré, puis France Inter, etc. etc. Donc c'est quelqu'un qui, initialement, n'avait aucun poids politique, qui reprenait tout le discours, d'ailleurs, de François Asselineau depuis des années. Et je pose la question, mais pourquoi... Et comment ça se fait qu'Asselineau ne soit pas à la télévision, là, aujourd'hui? Parce que finalement, c'est lui le parrain de toutes ces idées-là, et on ne le voit pas, Asselineau. Alors, c'est un type qui est... Et pour l'avoir interviewé, hein, c'est quelqu'un d'extrêmement costaud, hein, et puissant, hein, politiquement parlant. Alors, contrairement à Philippot, moi je ne suis pas du tout à l'UPR, je n'ai jamais eu de contact avec François Asselineau, donc je suis totalement extérieur. Mais François Asselineau a un parti politique. Il a un mouvement qui est assez important avec de très nombreux adhérents. Et surtout, François Asselineau, jusqu'à maintenant en tout cas, n'a jamais rien lâché sur sa ligne politique. En gros, je vais faire très court, il n'a pas accepté le deal néoconservateur. Il ne fait pas partie de ces souverainistes français qui ont accepté de rouler avec CNews et avec Éric Zemmour. D'ailleurs, je vais vous donner un exemple. Philippot a interviewé Éric Zemmour il y a quelques mois. Philippot, il est sur la vaccination, contre le pass sanitaire, etc. Il arrive à faire une interview, à interviewer Zemmour pendant, je crois, 50 minutes, sans lui parler une seule fois de vaccination, de pass sanitaire, de restrictions et de confinement. J'ai vu ce virage comme un indice à ce moment-là. Bref, je referme la parenthèse sur Philippot, mais je ne sais même plus où j'en étais. J'ai digressé.
Ouais, non, mais là, vous dressez un constat, effectivement, en gros, d'opposition contrôlée, c'est ça? C'est ce que vous voulez dire? Oui, parfaitement. Philippot commence en disant qu'il faut fermer les écoles, fermer les restaurants, etc. Et il dit que le gouvernement est trop mou, donc il invite le gouvernement à aller beaucoup plus loin. Tout d'un coup, il devient anti-pass sanitaire, anti-vaccination contre le confinement, et il est propulsé comme ça dans les médias. Et ça arrive d'ailleurs au moment où François Asselineau commence à être neutralisé avec des affaires au sein de son parti. Donc on neutralise un souverainiste, et puis on en met un autre à sa place. C'est de l'opposition contrôlée. Et ça, c'est factuel. Et je mets au défi Philippot de venir me répondre là-dessus. Donc tout ça, c'est faux de dire que les souverainistes en général veulent pas. Non, il y a des gens qui veulent pas. C'est tout. C'est pas les gens défendent leur boutique. Il y a des gens qui veulent pas. Il y a des gens qui défendent leur boutique, qui ont toujours le meilleur prétexte du monde. Tout ça, c'est pipeau. Tout ça, c'est pipeau. Et vous m'avez fait de nouveau le même coup. Les Français, si vous voulez, se contrefoutent de l'alliance Philippot-Asselineau. Mais vraiment. Donc, accès... Les Français peut-être, mais les Français souverainistes... Non, mais il y a énormément de gens... Non, mais c'est une toute petite sphère. Oui, nous ne sommes pas souverainistes. Nous sommes un mouvement de libération nationale. On est un mouvement qui rassemble... Oui, parce que tout simplement, nous avons un discours clair. Je ne veux pas d'union des droites. Voilà, je ne veux pas non plus de faire partie d'une union des gauches. Nous n'avons pas seulement moi, nous n'avons pas confiance dans ce monsieur. Il y a des quantités de choses, et c'est vrai pourtant. Il y a des quantités de choses que je ne débattre avec Philippot. Mais arrêtez, encore une fois, il y a des quantités de choses que vous ne savez pas. Je sais pas. Un cheminade comme Philippot, il a téléphoné au maire en 2022 pour m'empêcher d'avoir les parrainages. Voilà ce qui s'est passé. Oui. Puisque vous voulez qu'on débouche tout. Comme ça, moi... L'abbé Pierre, oui, il fait la une des journaux alors qu'il n'a rien demandé. Là, on essaye de le déboulonner en l'accusant de tous les crimes, de tous les crimes sexuels. Et le problème, c'est que il n'est pas là pour se défendre puisqu'il est mort. Donc on peut l'accuser de n'importe quoi. Moi, je peux accuser Arthur Rimbaud de m'avoir foutu un doigt alors que j'avais que 3 ans. De toute façon, il peut pas se défendre puisqu'il est mort. Je veux pas dire que l'abbé Pierre est blanc comme neige, j'en sais rien. Je dis simplement, c'est trop facile maintenant de déboulonner un mec qui peut pas se défendre. D'ailleurs, ce que je remarque, c'est que tous ceux qui l'accusent n'ont même pas été foutus de faire le centième de ce que l'abbé Pierre a fait pour les autres. Parce que quand on regarde bien, l'abbé Pierre a fait tout ce que la gauche n'a pas eu les couilles de faire, c'est-à-dire défendre les pauvres, faire en sorte qu'ils puissent bouffer, qu'ils crèvent pas de froid dehors, et les loger. On pourrait dire que l'abbé Pierre a été le meilleur ministre du logement qu'on ait jamais eu, hein, sans avoir eu un portefeuille ministériel. Balèze, hein. Ministre du logement bénévole. Donc, faut le faire. Hein. L'abbé Pierre avait de l'humour en plus, parce que si l'on en croit une aide-soignante qui était interviewée, oui, parce qu'on a eu droit à une interview sur les ondes d'une aide-soignante qui s'était donc occupée de l'abbé Pierre à l'hôpital pas longtemps avant sa mort. Donc il était en fin de vie, il tenait plus sur ses cannes. Et elle dit oui, il m'a attrapé les 2 seins avec ses 2 mains, je l'ai repoussé, puis je l'ai engueulé, etc. Et l'abbé Pierre a répondu oui, il fallait bien que je m'accroche à quelque chose. Donc vous voyez, on peut être gâteux et en fin de vie et avoir de l'humour, quoi. Vous allez voir qu'un jour, ils vont faire ça avec Coluche aussi. 40 ans après sa mort, Coluche est une institution et les wokistes bien pensants des grands salons qui n'ont jamais rien branlé de leur vie, à mon avis, ils vont pas tarder à essayer de le déboulonner aussi. Donc ce déboulonnage de l'abbé Pierre vient en partie de Caroline de Haas, qui est une militante, qui a été une militante socialiste auprès de Najat Vallaud-Belkacem, et qui est féministe, néo-féministe. Hein, mais on oublie de dire que cette femme a été secrétaire générale de l'UNEF, et à l'époque où elle était à ce poste, il y a eu des agressions sexuelles et des viols subis par des adhérentes de ce syndicat étudiant. Et elle a fermé les yeux là-dessus.
On a étouffé l'affaire, pas de vague, hein, comme on dit. Ah ben non, parce qu'un syndicat comme l'UNEF, qui est un syndicat du camp du bien, ne peut pas avoir en son sein des gens qui commettent des délits ou des crimes pareils, quoi. Voilà. En fait, leur grand truc aux wokistes, c'est de déboulonner les icônes des pauvres. Hein, parce qu'eux, ils déboulonneront pas de Che Guevara. Et pourtant, le Che, oui, c'était un grand guerrier, soi-disant, mais c'était aussi un bourreau. C'est l'icône des bourgeois qui cherchent à s'encanailler et avoir un côté rebelle. Donc il sera jamais déboulonné. Ils ont retrouvé des traces écrites où il est dit que l'abbé Pierre, en 57, aurait suivi un séjour en psychiatrie pour ses penchants sexuels. Mais il faut se remettre dans le contexte. En 57, un curé qui se branlait était considéré comme déviant et pouvait être excommunié. Alors, je vous dis pas un curé qui va aux putes, ce qu'il pouvait risquer à l'époque. Alors qu'aller aux putes ou se branler, c'est pas un crime. Sérieux, qui c'est qui le fait pas, quoi. Pour moi, ce qui compte chez l'abbé Pierre, ça a été un grand résistant, il a hébergé des juifs, etc. Ah oui, alors à propos, puisque j'ai prononcé le mot juif, l'abbé Pierre, on lui reproche d'avoir soutenu son copain Garaudy, qui était aussi un ancien résistant, un ancien communiste. Garaudy avait tenu des propos négationnistes, donc on l'a reproché à l'abbé Pierre d'avoir soutenu son copain. Ça c'est grave, hein. À côté de tout ce qu'il a fait, franchement, une phrase, à mon avis, c'est ça qu'il doit être en train de payer en ce moment. Alors, du coup, on n'ose pas s'attaquer à ça parce qu'on dit, oui, bon, une phrase malheureuse, etc., par rapport à l'œuvre de ce grand homme. Et ben, on trouve une autre chose pour le déboulonner, pour le salir. Donc, les agressions sexuelles. En fait, tout ce que je constate, c'est que c'est plus la justice qui rend la justice, c'est les médias. Et les médias rendent pas la justice. Les médias rendent l'injustice et pourrissent la justice. Et maintenant, les tribunaux, c'est la télé, ou la radio, ou les journaux, les torchons. Bien que anticlérical et athée fanatique, comme disait Brassens, pour moi, l'abbé Pierre restera un grand homme qui s'est battu pour son prochain. Et je suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup sur le territoire français qui en aient fait autant, depuis 50 ans, ou 70 ans même. De toute façon, je me ferai une opinion définitive le jour où on m'aura prouvé tout ce qu'on reproche à l'abbé Pierre. Pas avant. Voilà. Bon, je vais m'arrêter là, en fait, parce que oui, on pourrait dire plein de choses sur l'actu, mais il se passe tellement rien qu'on pourrait en parler pendant très longtemps. Bon, il paraît que l'UE est en phase terminale et qu'elle est sous assistance artificielle. Donc j'espère qu'Asselineau arrivera à la débrancher.